chers amis de l'Institut des Libertés, là on lance encore une nouvelle idée, c'est de faire, non pas des émissions littéraires, on va vous parler de grands romans, etc., mais des livres qui sont plutôt d'origine politique ou événementielle, etc. Et parfois, les gens qui les écrivent n'ont pas le soutien qu'ils mériteraient à la télévision, donc on s'est dit qu'on allait parler d'un certain nombre de livres, de gens qui ont quelque chose à dire. Et à ma droite, j'ai Patrick Jardin, qui lui a beaucoup de choses à dire. Son livre s'appelle « Pas devant les caméras », le cri de révolte d'un père en colère. Vous avez sans doute entendu parler de Patrick Jardin parce qu'il a eu le malheur de perdre sa fille lors du Bataclan. Et à ma gauche, j'ai Patrick Ivard, qui est ancien commissaire divisionnaire et qui était en charge d'une partie des opérations de maintien de l'ordre, si j'ose dire, enfin, pendant la même nuit, à Paris également. Donc c'est intéressant parce que l'idée c'est d'essayer de confronter une victime, si vous voulez, parce que vous avez été une victime, et avec votre fille, et de l'autre côté, quelqu'un qui a travaillé cette nuit-là dans ce qui était un chaos épouvantable, d'après ce que vous m'avez dit. C'est tout à fait. Et donc confronter quelqu'un qui a beaucoup souffert, mais on ne va pas tellement parler de cette nuit-là, on va l'évoquer bien sûr, mais on va surtout essayer de parler avec vous de la façon dont vous avez été reçu, si j'ose dire, avec votre douleur, dans les milieux politiques, dans les milieux administratifs, comment ça s'est passé, quel soutien vous avez eu, etc. Parce que là, il me semble que c'est important. Donc, avant qu'on arrive donc à ce livre qui est dans vos Pas devant les caméras, vous citez une phrase, je crois, de Valls. Absolument. De Valls qui avait dit, écoutez, quand vous lui avez dit, mais qu'est-ce qui arrive à ma fille, etc. Et vous avez dit pas devant les caméras, c'est-à-dire que vous voyez la position du politique qui veut pas parler dans une situation où il est en infériorité, en quelque sorte. Il veut toujours maintenir l'idée que lui, il est omnipotent et que vous l'embêtez, donc il vous parlera quand les caméras sont éteintes, ce qui est extraordinaire quand vous pensez à ce qui était en train de se passer. Et puis on va d'abord parler un petit peu de cette nuit-là pour confronter les deux souvenirs qui sont tous les deux atroces. Et puis ensuite, on essaiera de naviguer ensemble dans ce qui a été votre parcours depuis. Et votre colère n'est pas tombée, quoi, en quelque sorte. Ah ben elle tombera jamais. Elle tombera jamais. Elle tombera jamais, c'est impossible. Évidemment. J'ai perdu la chair de ma chair, je n'aurai jamais de petits-enfants, mon fils sera jamais tonton, non, j'emmènerai ça avec moi jusque dans mon cercueil. Oui, mais tous les gens qui ont perdu des enfants disent que c'est anormal, il est normal qu'on meure avant ses enfants. C'est clair. Voir les enfants disparaître avant soi, je crois que c'est une peine dont nul ne peut se remettre. Oui, alors en plus de ça, si vous voulez, c'est doublement terrible. C'est que vous pouvez perdre un enfant de maladie, d'un accident de voiture, un accident de moto, enfin bref. C'est une douleur atroce déjà. Mais là, en plus de cette façon-là, pour rien, vous dites, franchement, c'est injuste, quoi. C'est pas pour rien, c'est pour un combat que ces gens-là mènent et qui n'est pas, dont on ne veut pas. On ne veut pas que ça se passe en France. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce combat-là, ils viennent le mener sur notre territoire, mais on leur a rien demandé. Quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'il faut dire ? Enfin, je veux pas avoir l'air, mais il me semble qu'il y a un vrai problème là. C'est que c'est un combat qui remonte à la nuit des temps, qui viennent faire sur notre territoire, et quelque part, on a l'impression que les pouvoirs publics font pas toujours ce qui est nécessaire. Mais avant qu'on arrive à ces considérations, peut-être vous pourriez nous raconter, monsieur le commissaire, cette nuit-là, parce que ce que vous m'avez dit tout à l'heure m'a beaucoup frappé. Oui, effectivement, c'était une nuit marquante. Alors, avant de répondre à votre question de façon plus complète, moi j'ai d'abord envie de dire que j'ai de la peine pour vous, monsieur Jardin. J'ai beaucoup de peine pour vous, j'ai beaucoup de peine pour votre fille Nathalie, j'ai beaucoup de peine pour les 129 autres victimes de cette nuit terrible. Et je sais pas, j'aimerais prendre un petit peu de votre peine pour alléger un peu votre fardeau, si c'était possible. J'aimerais sincèrement pouvoir le faire. Voilà. Tout ça pour vous dire que... Je partage ces sentiments. Moi, j'ai 4 enfants. Si quelqu'un touchait à l'un des 4, je crois que je deviendrais complètement fada, quoi. Oui, bien sûr. Tout ça pour vous dire que c'était une nuit qui a été terrible.
les gens n'ont pas oublié, hein, c'était le vendredi 13 novembre 2015. Moi, personnellement, j'étais chef du 3e district de police judiciaire, c'est-à-dire la PJ de la rive gauche de Paris. Et vendredi soir, j'étais pas de permanence le samedi, dimanche, donc je m'apprêtais à passer une nuit, une soirée agréable. J'étais invité chez des amis avec ma femme. Et voilà, on passait un moment agréable. J'avais pas ma veste, mon téléphone, tout ça c'était sur un porte-manteau à l'entrée de l'appartement où j'étais. Et puis tout d'un coup, je vois ma femme qui s'était absentée revenir avec le téléphone collé à l'oreille, qui me regarde et qui dit des bombes, attentats, Stade de France, des attaques à Paris. Où je me suis dit, ça c'est grave ça. Je vais chercher mon téléphone. Dans l'entrée, j'ai vu que j'avais 7 ou 8 appels en mon absence de ma permanence de nuit, la 3e DPJ. Je les ai appelés tout de suite, ils m'ont dit « Patron, ça tire de partout, il y a des attaques dans Paris, il y a eu des bombes au Stade de France, on ne sait pas ce qui se passe. » Bon, je me dis « Bon, je reviens tout de suite. » De toutes les façons, c'était les consignes. Hein. Les consignes, c'était en cas d'attentat multiple à Paris, tout le monde rapplique au service, et puis après on voit. Maintenant, ça c'est le policier qui parle. Après, il y a le père de famille. J'ai 3 fils. J'en avais un qui était au Stade de France, dans les tribunes. J'en avais un autre qui travaillait à Paris, dans un restaurant. Le 3e à la maison. C'était celui qui appelait sa mère, ma femme. Et là, c'est vrai que la première chose, c'est prendre contact avec mes autres fils. J'ai eu de la chance, Monsieur Jardin. J'ai eu de la chance. Je les ai appelés au téléphone, ils ont répondu. Donc déjà, j'étais soulagé. Celui du Stade de France, je savais que voilà. J'ai eu de la chance et c'est quelque chose de vraiment d'inestimable de savoir que ces enfants sont en sécurité. J'imagine que vous avez souffert. J'ai fait la même chose que vous. Hein. Moi, quand j'ai su, la première chose, mon premier réflexe, c'était d'essayer d'appeler ma fille. Hein. Bien sûr, je le sais. Tout papa normalement constitué fait ça. Hein. Bien sûr. Donc j'ai rejoint mon service à toute vitesse. Il devait être 22h15, 22h20. Au fur et à mesure, on voyait les gens qui rentraient, les voitures, les motos, tout le monde arrivait. Et puis, ça fait bizarre d'ailleurs, hein, parce qu'on s'était dit au revoir, bon week-end, à lundi, et puis il y a à peu près, j'ai eu plus des 3/4 de mon service, 67 fonctionnaires sur 85 à peu près, qui étaient là, qui sont arrivés, et qu'est-ce qu'on fait? On met en marche les télévisions, on regarde les télés, BFM, à l'époque c'était ITV à la place de CNews, et on regarde qu'est-ce qui se passe. On fait distribuer les gilets pare-balles lourds, ceux qui sont susceptibles d'arrêter les balles de munitions de guerre de 7,62. On fait distribuer les fusils à pompe et les pistolets mitrailleurs qu'on a à disposition d'un service. On s'organise tant bien que mal. Moi, je téléphone à mon chef, je lui dis, il se passe quoi, qui fait quoi? Il me dit, écoute, c'est le bordel total, on ne sait pas, on ne comprend pas. Tu rapatries des effectifs, tu t'organises comme tu peux, et puis tu attends les ordres. Voilà, alors on s'est organisé comme on a pu. À qui on donne les fusils à pompe. Si jamais on doit intervenir, nous, qui intervient en premier? Les voitures sont au 5e sous-sol, on les fait monter, on les fait sortir avenue du Maine. J'étais installé à l'hôtel de police du 14e arrondissement, le siège du 3e district de PJ. On les fait sortir, parce que si on doit les faire sortir en catastrophe du 5e sous-sol, c'est compliqué, donc on les fait sortir. On les met tête en direction de la Tour Eiffel. Si ça se trouve, ce qui se passe dans le nord de Paris, c'est une diversion, la vraie attaque, elle est Tour Eiffel, elle est Champs-Élysées. Voilà, on commence un peu à s'organiser. Qu'est-ce qu'on a comme effectif? Moi, j'avais sur la porte de mon bureau, j'avais scotché format A3 l'organigramme du service, et on surlignait les gens qui étaient présents. Faites l'appel dans vos groupes, qui est présent? Oui, un tel est là, un tel est là. Est-ce qu'on peut s'organiser? Les voitures sont toutes là, ok, on est prêt. Et puis après, j'allais dire, c'est terrible parce qu'on attend. On attend, et là, il y a des images qui m'ont frappé. Les images qui m'ont frappé, c'est lesquelles? C'est des policiers, des gens costauds, aguerris, avec le gilet pare-balles lourd, avec le fusil à pompe sur les genoux, en train de regarder BFM et en train de se dire qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais être engagé dans les minutes qui viennent? Et puis tout le monde pensait même chose. Et si jamais je me retrouve engagé face aux terroristes quelque part, il va falloir que j'utilise fusil à pompe, mon arme de service, ça va tirer. En face, ils ont des kalash. Moi, je ne fais pas le poids avec mon fusil à pompe, ça ne suffit pas. Comment ça va se passer? Et il y a des images graves qui vous traversent l'esprit.
peut-être que c'est ce soir. Voilà, et on a attendu jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel aux alentours de 23h30. 23h30, Patrick, t'es engagé rue de la Fontaine-Roi à la Bonnebière. Il y a quoi là-bas? Écoute, tu verras bien, il y a des morts, il y a des blessés, on ne sait pas. C'est une pagaille énorme, c'est le coup de pied dans la fourmilière, c'est le World Trade Center des Parisiens, je sais pas, j'ai pas de mots, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, j'envoie une quarantaine de fonctionnaires, la moitié de mon service, j'en garde la moitié en réserve, et j'envoie la moitié sur la scène de crime qui m'avait été affectée, qui n'est pas sur mon ressort de compétences classiques, mais là, tout le monde mettait la main à la pâte, et puis tout le monde donnait un coup de main, quoi. Et là, autre ambiance. Autre ambiance. On est à Paris. C'est la nuit, il fait froid, silence. Paris, normalement, ça grouille de vie. C'est le bruit, c'est les voitures, c'est les gens qui s'interpellent. Là, rien. Silence total. On arrive à un endroit, on voit des gens par terre, des gens qui sont morts. On voit des débris de verre partout. On voit des voitures en stationnement avec les pare-brises éclatés, les feux de détresse qui se déclenchent. On voit des tables renversées, on voit des flaques de sang, on voit des étuis de Kalachnikov par terre. Et puis, on réagit de façon professionnelle en se disant allez, c'est mon boulot, je fais abstraction de ce qui se passe à côté. Le Bataclan est à quelques centaines de mètres à peine. Est-ce que la BRI a donné l'assaut ou pas? On ne sait pas. On n'entend pas d'explosion. On se dit, bon, au moins on n'entend pas d'explosion, donc c'est plutôt pas mal. Et on fait notre boulot de police judiciaire qu'on déroule. Tout en étant humain, tout en étant des hommes et des femmes, tout en se disant, c'est quand même un événement extrêmement grave, qui sort de l'ordinaire. Il n'y en a qu'un comme ça dans une carrière, peut-être, heureusement, mais c'est des moments qui sont incroyables. Et là, moi, si vous permettez, j'aimerais rendre hommage aux policiers. J'aimerais rendre hommage aux policiers qui ont été formidables. Aussi bien ceux qui étaient avec moi ce soir-là que tous les autres, qui ont fait ce qu'ils ont pu, du mieux qu'ils ont pu le faire, en étant professionnels et en étant humains. Moi, je veux dire une chose, monsieur Germain. En sachant rien de ce qui arrivait, non. C'est-à-dire c'était effrayant, c'était cette espèce de... Il y a quand même une phrase que vous avez citée tout à l'heure qui me choque. Vous avez dit c'était le bordel. Oui. Je veux bien le comprendre. Seulement, il y a une chose quand même qui est bizarre, c'est que le matin même de cet affreux attentat, M. Cazeneuve, son préfet, on refait un entraînement, je ne sais pas comment on va appeler ça, en cas d'attentat de masse. Donc, d'une part, c'est qu'il devait s'y attendre, puisqu'il a dit à son préfet, je m'attends à un attentat de 130 morts au moins. Bon, à moins qu'il s'appelle Madame Soleil et non pas Monsieur Cazeneuve, il devait s'y attendre. Et je comprends pas qu'en ayant fait cet exercice, ce soit le bordel le soir. Parce que c'était encore frais cet exercice, puisque c'était le matin vendredi soir. C'était vendredi soir, au moment où tout le monde s'en va. C'était là où est le truc terrifiant. Moi, je le comprends. Je veux dire pourquoi. Parce que tous les services de police, à Paris, puis ailleurs, j'en suis persuadé, le mien en tout cas, on a tous un plan attentat. Attendez, il n'est pas question ici, pour moi, d'incriminer la police. Ah non, mais je comprends bien. J'essaye de comprendre, si vous voulez, parce que moi, j'étais malheureusement pas sur place. Je parle en tant que citoyen qui a vécu ça devant sa télé, avec son téléphone portable rivé à l'oreille, et qui essaye de comprendre, quoi. Je me dis, ils ont fait une sorte de remake le matin, et le soir, ils sont débordés. C'est quand même pas normal, quoi. Alors, oui et non. Effectivement, c'est pas normal. Mais d'un autre côté, on a tous un plan attentat, une quarantaine de feuillets, une note de service. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'attentat ? Et régulièrement, dans mon service et dans tous les services de la PJ parisienne, et puis ailleurs, en sécurité publique, partout, on remet à jour ce plan, à savoir, si jamais ça se déclenche, si jamais il y a un attentat, il y a des attentats multiples à Paris, qu'est-ce qu'on fait ? Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? Qui se transporte sur place, qui va les premiers pour faire les constatations, où sont les armes, si jamais ça se passe la nuit, où sont les projecteurs, enfin plein de choses comme ça, plein de détails de ce genre qu'il faut régler.
Et régulièrement, on met à jour ce plan attentat. Mais je peux vous dire une chose, c'est que dans mon service, le plan attentat, il était à jour, mais ça c'est la théorie. Dans la pratique, ça n'a plus rien à voir. Oui, donc ça, Dans la pratique, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que quand on doit avoir le quadrillage de l'identité judiciaire ou je ne sais trop quoi qui vient en premier machin, c'est pas possible. Quand on a une nuit comme celle du 13 novembre 2015, avec des bombes qui explosent au Stade de France, le Bataclan, plusieurs attaques sur les terrasses, l'identité judiciaire peut pas être partout, la brigade criminelle peut pas être partout. Oui, mais l'identité judiciaire, enfin, je sais pas, moi, encore une fois, je suis néophyte. Hein. L'identité judiciaire, elle vient là pour constater, une fois que l'attentat a été fait. On n'en a rien à foutre. Enfin, c'est pas qu'on en a rien à foutre, mais c'est pas eux qui doivent intervenir en premier lieu. Non, à Paris, c'est la BRI. Ben voilà, donc c'est là qu'est le nœud du problème. Pourquoi ils sont pas intervenus immédiatement ? Moi, j'en veux pas aux policiers de votre service et aux gens qui ont fait l'identité judiciaire. Encore que là, j'aurais quelque chose quelques remarques à faire tout à l'heure. Mais je ne comprends pas qu'en ayant fait le matin un exercice, alors je suppose qu'ils l'ont fait avec la BRI quand même, parce que puisque c'est la BRI qui était destinée à intervenir au sein de Paris, le ministre se déplace, le préfet se déplace. Je suppose que ce sont les gens de la BRI qui ont fait cet exercice quand même. Je ne peux pas comprendre que le soir même... poser une question, parce qu'en effet, c'est une question très importante celle-là. Quelqu'un comme la BRI, le vendredi soir, il y a des unités opérationnelles. Il y a une permanence, oui. mais est-ce qu'elle est d'une taille suffisante ? Parce qu'il a fallu rappeler toute une série de gars. Le vendredi soir. Il y a une chose, c'est qu'en plus de ça, la BRI, il y en avait une partie qui était partie au Stade de France pour la protection de président Hollande. Bien sûr. Bon, alors, maintenant, on est dans une situation qui est hors norme. C'est-à-dire que c'est pas un attentat avec un endroit précis, une situation qui est fixée. On se retrouve avec plusieurs attentats multiples, prise d'otages de masse au Bataclan, avec des dizaines d'otages, avec on ne sait combien de preneurs d'otages. On ne sait pas exactement quel est leur armement, ce qui fait que la BRI, quand elle intervient dans la mesure du possible, au mieux, sans trop savoir qui ils ont en face, ils ont combien d'otages, qu'est-ce qu'ils ont comme armement, etc. On sait qu'ils ont des kalachnikovs, on sait qu'ils ont des explosifs. Combien sont-ils ? Où sont-ils ? La question qui me paraît essentielle, on a des services de renseignement, on n'avait aucune information sur ces gens-là. Alors, il y a déjà une grosse faute qui a été faite. Alors, je sais pas, là, je sais pas s'il faut l'attribuer à la BRI ou au service de préfecture, je sais pas comment ça se passe dans ces cas-là. Mais paraît-il que tous les salles de spectacle fournissent les plans des lieux au service d'ordre, la BRI en l'occurrence. Et là, malheureusement, il n'y avait rien pour le Bataclan. Alors que, à contrario, le Bataclan avait déjà été menacé à multiples reprises. Donc c'est quand même un problème, là. J'ai lu votre livre, effectivement, vous en parlez. Je ne vais pas répondre à la place de la BRI, parce que je ne sais pas s'ils avaient le plan, je ne sais pas s'ils ne l'avaient pas. Qui doit l'avoir, ce plan, normalement ? Est-ce la BRI ? Est-ce les services de préfecture ? Imaginez que la préfecture, il faudrait qu'ils aient les plans de tous les restaurants, de toutes les salles de spectacle, de tous les cinémas, de tous les musées. Ça me semble un peu difficile à mettre en œuvre. Non, ce que je voudrais dire... Monsieur Jardin, oui, c'est la BRI, j'en connais. Je connais pas mal de monde, à la BRI y compris des gens qui sont intervenus ce soir-là. Je suis persuadé que ils l'ont fait d'ailleurs, mais s'il avait fallu mettre leur vie en jeu, et peut-être même s'il avait fallu donner leur vie. Il l'aurait fait. Ouais. Parce que j'en suis certain. Mais il l'aurait fait. Non, mais c'est pas ça que je veux vous dire. Je comprends. Ce que je veux vous dire, c'est que ces gens qui s'en vont risquer leur vie, on ne devrait pas les envoyer risquer leur vie sans leur donner un minimum de renseignements quand même. C'est criminel, ça même, à la limite. Voilà. Mais c'est un peu le métier de policier, c'est il y a deux choses, si vous voulez, c'est un petit peu comme les grandes manœuvres dans l'armée, vous savez, vous faites des grandes manœuvres, ça se passe toujours très bien, et puis ces corneaux d'Allemands, ils arrivent jamais par le coin où on les attend, ils passent par les Ardennes, alors qu'on les attend en Belgique. Ça se passe jamais comme prévu, quoi. C'est ce que je disais. Je veux bien le côté imprévisible. Mais le fait d'avoir les plans des salles de spectacle, et notamment des salles de spectacle à risque, le fait ces gens qui ont risqué leur vie, j'en suis conscient, hein, et je les admire. Il y a aucun problème de ce côté-là, hein, que les choses soient bien claires. Hein. Mais je trouve inadmissible qu'on les ait envoyés alors qu'on leur avait même pas fourni les plans.
Ça, je trouve ça inadmissible. Après, je peux pas répondre à votre question, parce qu'effectivement, je sais pas s'ils avaient les plans, je sais pas qui les avait, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'était une nuit, je vous dis, c'était le coup de pied dans la fourmilière. Et puis les gens ont fait comme ils ont pu, avec les moyens du bord. Et c'est ça. Et voilà. Et c'était. En Et- plus, et on au connaissait mieux, pas le nombre quoi. des assaillants, on savait pas combien il y en avait. Non, non, puis il y avait des tirs information aussi. partielle, qui fait quoi, ils sont où, est-ce qu'ils vont revenir, ils sont partis ailleurs, ils vont attaquer un autre objectif. On savait pas combien il y avait. Ils sont dedans, combien, etc. Non, mais ça, tout ça, je veux bien l'entendre. Donc, l'idée quand même que moi je retire de tout ça, c'est que bon, la police a fait, si j'ose dire, du très bon travail, compte tenu du fait que c'était un vendredi soir, qu'il y avait probablement que tout le monde n'était pas là, puis ensuite que puis tout le monde était désorganisé à ce moment-là. Et puis, encore une fois, la guerre, c'est pas les grandes manœuvres, hein, c'est toujours difficile. Mais maintenant, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de votre parcours depuis. Parce que du point de vue humain, c'est intéressant. Vous avez subi une perte absolument irréparable et vous avez l'air dans votre livre de penser que, dans le fond, la seule chose qui intéressait nos hommes politiques, c'était de passer dans les caméras. Et que le reste, votre peine, le fait que d'autres parents allaient connaître ça quelques années plus tard ou que juste après, etc., parce que ça continue, ce genre de truc. Vous le voyez comme moi, hein, tous les jours, il y a un type qui se fait égorger, ou même des forces de police dans lesquelles on fonce dessus. On leur tire dans les pieds, on les tire... je vais vous dire, entre nous, moi je les admire, la police, même si parfois, entre guillemets, ils m'emmerdent quand ils me prennent en excès de vitesse sur la route. Mais j'admire ceux qui vont dans les cités et qui se font tirer dessus à coups de mortier et qui peuvent pas répliquer, ou qui sont prendre leurs armes et tirer dessus à bout portant, et après vous avez encore les JPN qui essayent de leur trouver des poux dans la tête. Moi, ces gens-là, je trouve ça inadmissible. On devrait les protéger. Il y a un ministère de l'Intérieur qui devrait protéger ces gens-là. Et protéger la population. Oui. Mais a fortiori, les gens qui sont la sécurité publique, qui sont responsables, les forces de l'ordre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors moi, je trouve que ils n'ont pas de leur hiérarchie, ils sont pas suffisamment soutenus, et j'estime que ça absolument scandaleux. Moi, j'estime que, par exemple, lorsqu'un policier sort son arme et tire, si le type il est atteint et puis qu'il meurt, tant pis. Vous voyez, un gars comme le fameux Traoré qui est décédé lors d'une intervention, s'il s'était laissé contrôler calmement et sans problème, il serait pas mort. Et s'il n'était pas mort, on n'aurait pas assisté à toutes les dégradations, à toutes les manifestations qu'on a eues. Je vais poser la question au commissaire, là, parce que j'ai décidé de le martyriser un peu, vous savez, puisqu'il a la gentillesse d'être là. Est-ce que dans les forces de police, il y a la sensation qu'il y a dans le fond ceux qui sont au front, et puis il y a les hommes de l'arrière qui ne donnent pas toujours le soutien que ceux qui sont au front aimeraient avoir? Alors effectivement, la question n'est pas facile. La question n'est pas simple, parce que le travail de police, que ce soit un travail d'investigation ou autre, c'est, comment le résumer, c'est l'exceptionnel de la vie des gens qui est le quotidien de ces policiers-là. Voilà. Autrement dit, quasiment tous les jours, les policiers se retrouvent dans des situations qui sont, pour le commun des mortels, j'allais dire, des situations exceptionnelles, heureusement. De crise, oui, de crise. Alors, les crises en question, c'est pas toujours Bataclan, heureusement, hein, mais ça peut être uniquement un contrôle dans une banlieue qui se passe à bien, contrôle de scooter, contrôle de mini-moto, etc. Et ça part ensuite en vrille, et puis on se retrouve avec des émeutes et autres. Pourquoi, monsieur? Parce je vais vous dire pourquoi. On ne vous laisse pas intervenir avec force. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi? Déjà parce que les policiers à Paris, en région parisienne, ils ont 25 ans, 20 ans. Ils sont tout jeunes. Déjà. C'est-à-dire que pour beaucoup, ils sortent d'école, ils arrivent à Paris, c'est leur premier poste, en banlieue, c'est leur premier poste. Ils sont confrontés d'entrée, dès le début de leur carrière, à des situations qui sont difficiles. Et en face, qu'est-ce qu'ils ont en face? Ils ont de jeunes délinquants, de jeunes voyous, qui savent que de toutes les façons, la police a peur d'intervenir. Regardez un petit peu ce qui se passe régulièrement. Les policiers ont peur de riposter quand ils sont agressés. Ils ont peur de se défendre. Pourquoi? Parce que le policier, quand il est armé, quand il a une arme à la ceinture, il se dit « si jamais je sors mon arme, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que je m'en occupe, que je l'utilise, que je m'en serve. Si je m'en sers, est-ce que je suis en situation de légitime défense ou pas?
Alors, est-ce que ma riposte, elle est proportionnée Et il a ou pas? 20 ans. On s'en sort Et plus. il a On 20 est ans. d'accord. Et il a 20 ans. Je vais vous dire, C'est moi, horrible. Et on ne s'en sort plus. moi, j'avais un de mes amis qui était responsable de la drogue à Lille, boulevard de la Liberté, à la PJ de Lille. Il sortait toujours sans son arme. Il s'appelait également Patrick d'ailleurs. Et je lui disais, mais je dis, t'es fou. Je dis un jour, il dit, écoute, si jamais moi je tire une fois, tu peux pas t'imaginer dans quelle merde je suis. Ah, ça, c'est Mais c'est le anormal. problème, c'est voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais je sors mon arme et que je ne suis pas en état de légitime défense? Je risque pour le moins des ennuis avec l'IGPN, ma hiérarchie l'IGPN, je risque de perdre mon travail. Je risque de me retrouver devant les tribunaux, je risque de me trouver même voire en prison. La situation n'est pas admissible parce qu'on se retrouve avec de jeunes policiers qui sont confrontés à des situations très compliquées. Ce que vous êtes en train de dire, c'est dans le fond, il y a presque une présomption de culpabilité contre le policier si par hasard il utilise son arme. C'est-à-dire que le policier doit intervenir en état de légitime défense. Alors, on pourrait revenir sauf en situation d'attaque terroriste, parce que là, heureusement, Oui, regardez ces deux policiers la qui situation a un petit peu évolué. qui se sont fait vilipender, À je dirais, Herblay. et puis qui se sont fait prendre leurs armes. À Herblay. Et les mecs, on les a tirés dessus. On leur a tiré dessus comme des lapins, quoi, pratiquement à bout touchant. Mais c'est inadmissible que dans une démocratie, on puisse accepter ça. Imaginez-vous, aux États-Unis, ça se passe pas de la même façon. Hein. Aux États-Unis, quand ils arrêtent un gars en voiture, le mec, il doit mettre les mains comme ça. Et puis, si jamais il fait le moindre geste, c'est le policier, il les allume. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous remarquerez qu'aux États-Unis, parfois, ça peut se terminer aussi à la George Floyd à Minneapolis avec la mort de la personne et puis des émeutes à n'en plus finir. Réglé. Vite, Nous, je sais pas. L'affaire Traoré, elle a duré au moins 2 mois. Et c'est pas fini. Donc, Parce que ce que vous dites, ce qui est intéressant, c'est un petit peu ce qu'on a dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que tous les gamins qui sortent ont l'école dans la Seine-Saint-Denis, où ils ont les postes les plus difficiles, à la place de mettre les vieux routiers qui savent tenir une classe et tout, on met des gamins et des jeunes femmes qui n'ont jamais vu de... Et c'est pareil dans la police. Mais les vieux routiers, ils sont partis depuis longtemps. Ils ont fait 5 ans, 10 ans en banlieue, et la plupart ont réussi à avoir une mutation dans le sud de la France. Hein, et voilà, et donc là, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles, peut-être pas, mais en tout cas, ils sont remplacés par les plus jeunes, et c'est à leur tour de se retrouver confrontés à ces situations. Est-ce que c'est réellement un problème d'âge? Parce que celui qui est un vieux routier, comme vous venez de dire, qui arrive pas loin de la retraite, lui aussi, il n'a pas envie de tirer. Il dit, merde, je suis à 5 ou 6 mois ou 5 ou 6 ans de ma retraite. Et là, on est devant un problème qui est vraiment pas facile à traiter. J'essaie toujours d'être... pourtant, c'est pas dans mon tempérament d'essayer de voir les deux côtés de la chose, mais je comprends qu'il faille éviter que la force publique soit utilisée à tort et à travers. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, si la force publique, si le droit ne règne pas, si la loi ne règne pas, si l'ordre ne règne pas, à ce moment-là, c'est l'anarchie et c'est les petites gens qui s'ouvrent le plus. Je me souviens de New York, où c'était les maires noirs qui venaient voir Giuliani en lui disant « Mais foutez ces gars-là en tôle !» Bien sûr, c'est eux qui nous gâchent la vie. Parce qu'il y a probablement 10% de ces gars qui gâchent la vie des 90% des gens qui restent là. Il y a 8 jours, il y a un commissariat qui s'est fait attaquer à coups de mortier. Bon, ces gens-là, ils viennent pas là pour prendre le thé, ils viennent là pour tuer du flic. Je ne comprends pas pourquoi les gens, les personnels de la police qui étaient à l'intérieur du commissariat n'ont pas appelé pour demander du renfort à leurs collègues du commissariat d'à côté ou autre, et que les mecs, ils arrivent et puis qui tirent dans le tas, quoi. Moi, je suis désolé. Les mecs, ils viennent là pour tuer, ils prennent leur risque, ils prennent une balle, bah tant pis pour eux. Ah, c'est compliqué parce qu'en France, on n'en est pas à ce stade-là. Là, vous décrivez une situation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, je pense qu'ils en arriveraient à tirer sur les émeutiers. Mais non, c'est celle qui s'est passée récemment. C'est Champigny. Voilà. Maintenant, à Champigny ou partout ailleurs en France, c'est pas dans la culture policière de répliquer avec son arme suite à des attaques au cocktail Molotov ou autre. Après, on en pense ce qu'on veut, hein, mais c'est vrai que... Moi, j'ai vécu 25 ans en Angleterre, on risque. Et les flics ne sont pas armés en Angleterre, parce que c'était le simple uniforme qui devait... Mais maintenant, ils commencent à revenir un petit peu sur ce truc-là, parce que... Vous savez, moi, quand j'étais gamin, mon père avait un garage qui était à 100 mètres de son appartement, et quand j'étais gamin, à l'époque, à chaque coin de rue, il y avait un flic en képi blanc qui réglait avec des boutons les feux tricolores. Et moi, mon père, quand j'étais petit, il me disait, si tu fais le con, je
te dépose à monsieur l'agent. Et voilà. Et moi, j'avais une peur bleue. Mais c'est ce que nous disait un ancien commissaire qui était ici aussi. Il disait, autrefois, la simple vue de l'uniforme pacifiait les gens. Mais ce qu'elle a dit, ce même commissaire, peut-être vous qui l'avez dit d'ailleurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans ces banlieues, il y a des bandes. Ouais. Et ils pensent que la police est une bande comme une autre. Et que la police est là pour les embêter. Donc, ils ne sont pas du tout dans ce que vous étiez votre père et vous, c'est-à-dire dans l'uniforme républicain, l'État au-dessus, vous savez, qui fait régner l'ordre. Ce sont des bandes rivales qui sont là pour eux. Et pour eux, la police est une bande comme une autre. Moi, je crois que c'est un problème de respect, déjà. Ces gens-là ne respectent rien. Je vais vous dire, il y en a un sa mère, il était parti faire le djihad en Syrie, sa mère, elle est allée le chercher, il a tiré sur sa mère. Quand vous en arrivez là, c'est qu'il y a un problème de respect. On ne peut pas tirer sur sa mère, on ne peut pas tirer sur son père. En principe, dans l'Antiquité, c'était être le parricide ou maricide, c'était les crimes qui étaient... Donc, ces gens n'ont pas la notion de respect. Alors, imaginez-vous, ils respectent déjà pas leurs propres parents, comment voulez-vous qu'ils respectent les forces de l'ordre ? Mais je sais bien, mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui, c'est justement, on a donc une façon de considérer la police qui n'est pas la nôtre, puisque nous, dans le fond, la police, c'était ce qui représentait un droit régalien, l'ordre public, et on était tous d'accord, on avait transféré des pouvoirs pour qu'ils nous policent. Et police, quelque part, ça veut dire aussi qu'on soit policé, c'est-à-dire qu'on soit bien élevé, qu'on se tienne bien, etc. Et aujourd'hui, si vous voyez, il y a toute une série de gens qui n'acceptent plus de faire partie de notre société. Et ça pose un problème grave à la société. Oui, mais ça, je pense qu'on est responsable de ça, parce qu'on ne s'en sortira pas autrement que par la violence. Ça, c'est impossible. C'est ce que disent la plupart des spécialistes de sciences politiques. Ils disent la seule façon de lutter contre la violence, c'est la violence. Absolument. La police ne pourra pas faire face à sa tâche tant que dans la hiérarchie, on leur dise pas, bon, on vous couvre, vous pouvez y aller, remettez les pendules à l'heure, parce que ça devient plus possible. Alors, monsieur le commissaire, il va falloir que vous répondiez à cette question, c'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais est-ce qu'on va y arriver ? On n'y est pas encore. C'est-à-dire que, pour l'instant, la police, effectivement, je me souviens avoir dit ça, la police est vue comme une bande, comme une autre, par les délinquants de banlieue. Mais on n'en est pas encore au stade où les chefs de la police, et au-delà d'ailleurs, les chefs politiques du pays, vont dire aux policiers « Allez-y, je vous couvre ». Ça, c'était Charles Pasqua, si je me trompe pas. Je suis content de vous l'entendre Charles dire. Pasqua. Parce que lui, c'était un grand ministre de l'Intérieur. Mais c'était quand ? Rappelez-vous, Charles Pasqua, c'était les années 80, donc ça fait 40 ans. Peut-être. À peu de choses près. Peut-être. Donc, revenir à ce qui s'est passé il y a 40 ans, pas tout de suite, en tout cas pas avec les gens qui nous gouvernent aujourd'hui, ça c'est sûr. Voilà, on est d'accord. Ça c'est sûr. Voilà. Parlez-nous de votre entrevue avec Valls, qui est un peu le titre de votre livre, parce que ça vous donne une idée justement laquelle, de parce qu'il y en a eu deux. Bon, il y a eu la première entrevue lorsque, effectivement, je suis allé à la gare du Nord chercher mon frère qui voulait me donner un coup de main pour retrouver ma fille et pour appeler tous les établissements hospitaliers de Paris et de la région parisienne. Et quand je suis arrivé à la gare du Nord chercher mon frère, j'ai vu un attroupement et j'ai reconnu Valls, le Cazeneuve et Le Drian avec un service d'ordre là. Et je sais pas pourquoi, mon sang a fait qu'un tour. Je suis foncé, j'ai traversé à travers le service d'ordre et puis je me suis retrouvé nez à nez avec Valls. Et là, j'ai commencé à lui demander des comptes. J'ai dit, écoutez, ça fait 48 heures que je cherche ma fille. Qu'est-ce que c'est que ce pays pourri ? On peut pas, on n'a aucune nouvelle et tout. Et c'est là qu'il m'a dit, monsieur, pas devant les caméras. Et là, je lui ai rétorqué, monsieur, moi, j'ai pas commandé les caméras. Je dis, moi, je vous ai même pas, je pensais même pas vous voir là. Je dis, c'est le hasard. Mais moi, j'ai pas provoqué de rencontre. Alors moi, les caméras, je m'en fous. Vous vous rendez compte le manque de culture humaine d'un homme comme Valls qui, devant un père qui se fait du souci pour sa fille, lui dit pas devant les caméras. Le manque de compassion et le souci de l'image personnelle. Aucune empathie, monsieur. Aucune empathie. J'ai eu l'impression d'être un numéro parmi d'autres et qu'il passait à autre chose. C'est exactement l'impression que j'ai eue. La deuxième intervention que j'ai eue avec Valls, si vous voulez, quand on faisait une conférence de presse au sujet du passage de Médine au Bataclan. Médine, c'est un rappeur islamiste qui voulait se produire au Bataclan. Et j'ai tout fait pour que ça ne se produise pas.
Et on a fait une conférence de presse à Paris. Là-dessus, TF1 m'appelle, ils me disent, vous savez, on voudrait vous rencontrer. Je suis en conférence de presse, vous venez. Et là, ils m'apprennent que le Bataclan a décidé d'annuler le concert. Bon, évidemment, là, oui, entre autres, un peu, je suis pas le seul, hein, mais il y avait Renaud Camus, justement, avec moi. Et M6 m'appelle, et ils me disent, est-ce que vous voulez passer aux 20h ce soir ? Je dis, oui, si vous voulez, moi, ça me dérange pas. Mais ils disent, on vous envoie un taxi. Donc, j'arrive là-bas, je passe au maquillage, et je sors pour rentrer dans le studio, et là, je tombe sur Valls. Et là, il n'y avait pas de caméra. Il n'y avait pas de témoin. Et je peux vous dire que maintenant, il sait ce que je pense de lui. Voilà. Valls, d'ailleurs, ce jour-là, était venu annoncer qu'il donnait sa démission en tant que député, alors qu'il avait été élu quelques mois avant. Hein. Donc, sans aucun respect pour ses électeurs. Non. C'est quand même... Et est-ce qu'à votre avis, c'est quelque chose qu'on trouve fréquemment dans le personnel politique, cette espèce de... Parce que vous en avez dû en voir passer des hommes qui disaient ce qu'il fallait faire et qui se barraient immédiatement. Alors, Charles, le personnel politique, je ne le côtoie pas trop. Par contre, le personnel policier, haute hiérarchie, oui. Il y a quelque chose qui me frappe dans ce que vous me dites par rapport à la manière dont vous décrivez le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui vraiment a manqué de compassion à votre égard. Ce qui me frappe, c'est ça, c'est ce manque de compassion que l'on retrouve également chez les chefs à un niveau très élevé de la police. Ouais, vous savez, pense que Cazeneuve était sur la même lignée. Hein. Je ne parle pas de lui, moi je parle de policiers qui sont à des niveaux très élevés. Vous savez, j'ai quitté la police, ça fait à peu près 1 an. Donc vous êtes libre de parler. Oui. Et je suis libre de vous dire que mes chefs m'ont dit, à plusieurs reprises, me concernant, Patrick, attention, tu es trop dans l'affect. Et ça, je trouve que c'est une formule qui est très intéressante, parce que ça veut dire qu'on fait un métier qui est quand même très, très difficile. Policier, c'est difficile. Une fois de plus, policier, c'est être confronté tous les jours à la mort. À des situations, à la mort, mais être confronté à des situations graves, qui sont choquantes, de façon quotidienne. Il faut le vivre, il faut arriver à encaisser. Il faut arriver à pas le garder pour soi, arriver à vivre avec, et c'est pas tous les jours facile. Mais on peut difficilement demander à un policier de ne pas avoir d'affect. Parce que quand on n'a pas d'affect, on est une machine. Et on ne peut pas être une machine quand on est un policier. Quand on est un policier, on est humain. On a nécessairement, même si on est professionnel... Si on est une machine en étant policier, on devient qu'un exécutant. On est un exécutant, puis après... Un robot. Un gardien d'Auschwitz. Et après, quand on vous pose des questions, Charles, et pourquoi avez-vous fait ça? Vous dites, je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ça, c'est la question, la réponse classique qui est faite par les gens... Insupportable. Qui est insupportable. Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. C'est un petit peu le pendant de « Patrick, tu es trop dans l'affect ». À savoir que, pour les chefs de la police actuellement, un bon flic est un flic qui n'est pas dans l'affect. Un flic froid. Moi, je suis désolé, je ne suis pas froid. Je sais que les gens que j'ai en face de moi, ce sont des victimes, ce sont des témoins, ce sont des policiers, je pense à eux. J'ai tous les personnels qui sont tout autour des policiers. Il y a beaucoup de suicides dans la police, d'ailleurs. Malheureusement. Parce que ça doit être terrible. Et je pense à tous ces gens qui supportent la misère humaine, qui supportent le malheur des autres, donc, hein, et qui doivent arriver à vivre avec tout ça, puis rentrer le soir à la maison, comme si de rien n'était. Non, ça c'est pas possible, on n'est pas des machines. Ouais, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ça c'est pas possible, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Et je crois que si un policier oublie qu'il est un être humain, il perd une partie de soi-même. C'est pas possible. J'en reviens aux policiers qui sont intervenus ce soir-là, aussi bien au Bataclan qu'ailleurs, et qui ont continué à travailler les jours suivants parce que c'était difficile. Hein. Je me souviens que pendant à peu près une trentaine de jours, on a travaillé sans discontinuer dans mon service. Je me souviens de policiers tellement fatigués qu'ils s'écroulaient sur les canapés et qui dormaient peut-être 1 heure. J'en ai vu d'autres qui dormaient par terre pour essayer de récupérer. Parce que c'était non-stop pendant 30 jours. C'était aller vérifier ceci, aller interpeller un tel, parce qu'on avait vu tel individu à tel endroit, il fallait y aller. Et puis la BRI, non, mais la BRI, ils sont déjà engagés, donc il faut que tu y ailles. Donc on y allait nous-mêmes. C'était une situation qui était très difficile. Et puis en même temps, je parle comme le président de la République, et puis en même temps, ces mêmes policiers à qui on demande
d'intervenir le lendemain matin, 6 heures. Oui, je peux y aller, j'y vais avec mon groupe, on va interpeller un tel, ok, pas de problème. Les mêmes qui téléphonent, allô, chérie, écoute, tu comptes pas sur moi ce soir, je vais arriver en retard, puis j'ai du boulot, demain je pars tôt, tu embrasses les enfants pour moi, parce que je les verrai pas ce soir. C'est des êtres humains, les policiers. Bien sûr. C'est des êtres humains. J'en suis Et quand on vous dit, Patrick, tu es trop dans l'affect, quand on vous dit, pas devant les caméras, c'est inacceptable. Quand on vous dit, j'ai pas de compassion pour vous, c'est une manière de vous dire, j'ai pas de compassion pour vous. Quand on vous dit ça, c'est pas acceptable, parce que vous êtes un être humain. C'est que, dans le fond, leur carrière est plus importante que votre peine. Absolument. Ce qui est... Mais c'est à hurler de rage, quoi. Mais le monde politique, enfin moi, j'étais pas habitué du tout à les côtoyer. Je me suis rendu compte que la seule chose qui intéressait un politique, c'était sa réélection. Le reste après, ils s'en foutent. La France, ils s'en foutent. Mais vous voyez, c'est des phrases très graves, ce que vous dites. C'est des phrases très importantes, parce que je crois que, fondamentalement, mais je le crois très profondément, beaucoup de Français ne se foutent pas de la France. Oui, mais maintenant, le fait qu'ils se soient rendus compte que les politiques ne pensaient qu'à leur réélection, les Français sont moins préoccupés par la politique. La preuve, c'est qu'ils ne se dérangent même plus aux élections. Mais exactement, c'est-à-dire qu'on rentre dans une situation. Il y a un penseur qui s'appelle Julien Freund, il dit il y a deux choses il y a la politique, c'est-à-dire les valses, et il y a le politique, c'est-à-dire comment organiser la société de façon harmonieuse, etc. Et je crois que les Français, quelque part, sont très intéressés par le politique. Vous en êtes la preuve, parce que vous dites qu'il faut faire des choses, il y a des choses qui ne marchent pas, etc. Et ce désir du politique est complètement battu en brèche par les politiques qui font n'importe quoi. Vous voyez, donc on a une vraie tension aujourd'hui entre le politique et la politique, et les Français demandent du politique, et ils en ont marre de la politique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une personnalité politique suffisamment forte qui dise « moi c'est comme ça, je veux que ce soit comme ça, je crois et si vous m'élisez, ce sera comme ça ». C'est l'idée du chef qui me gêne toujours beaucoup, parce que moi, l'idée fondamentale que j'ai, c'est que par exemple en Suisse, c'est moi qui allons voter. On n'a pas besoin de la politique. C'est-à-dire que le droit au référendum, etc., c'est-à-dire qu'on dit, écoutez les gars qui respectent pas la loi, on les envoie à Cayenne, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? On rouvre Cayenne et on les envoie à Cayenne, ils cessent de nous emmerder. Mais donc, quelque part, si vous voulez, c'est que la politique, maintenant, c'est devenu une espèce de petit monde clos, ils travaillent entre eux, et ils se préoccupent pas du peuple en dessous. Mais il faut que le peuple reprenne le pouvoir. C'est pas un homme qui doit prendre le pouvoir, c'est le peuple. Sauf que, si vous voulez, je pense que, à mon avis, on aurait besoin d'un type... alors, encore une fois, je suis pas là pour le juger ou pour le salir, du style de Trump. Ce mec-là, il n'a pas besoin de la politique pour vivre. Ah, bien sûr que non. Or, les autres, ce sont des fonctionnaires de la politique. Oui, mais voilà, mais vous remarquez d'ailleurs à quel point Trump est attaqué par les gens de la politique. Lui, je sais pas, on va voir les résultats des élections, mais j'ai l'impression que le peuple américain ne le déteste pas, mais il déteste profondément les gens de la politique. Donc, on a un vrai problème de sélection de nos politiques aujourd'hui. Mais enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas une personnalité qui sort du lot. Mais dès qu'il y en a une, vous savez ce que disait Churchill, encore une fois, Churchill dit que dans le politique ou la politique, il y a le temps des chacals et le temps des lions. C'est-à-dire que les chacals arrivent, et dès qu'il y a un lion qui commence à sortir, on le met en pièces, parce que quand il est tout petit, et puis s'il devient suffisamment gros, ou s'il y a une guerre qui éclate, à ce moment-là, vous sortez Winston Churchill. Parce que, et donc, ce que vous dites, c'est que dans le fond, le temps de Winston Churchill est peut-être en train de se rapprocher, quoi. Oui. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez concernant les politiques, mon point de vue est un peu différent du vôtre, parce que je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot. Voilà. Il y a quelques-uns qui pensent à long terme. Il y a les gens qui font de la politique et qui pensent à la réélection. Et puis il y a les gens qui pensent au peuple, mais qui en même temps ont une vision sur le long terme. Qu'est-ce qui s'est passé au Bataclan ? Est-ce que c'est un événement complètement isolé de ce qui s'est passé, peut-être de ce qui se passera dans le futur, j'espère que non. Mais quand on réfléchit un petit peu, quand on a un peu de culture, qui est capable de se rendre compte que nous sommes dans un combat qui dure depuis 1400 ans ? Depuis 1400 ans.
Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Les gens qui ont attaqué le Bataclan, les gens qui ont rafalé sur les terrasses, ceux qui se sont fait exploser au Stade de France, c'est qui? Est-ce qu'on a le droit de le dire? On n'a pas le droit de le dire. Il n'empêche que quand on a un peu de culture, on sait que le combat, ça fait 1400 ans qu'on le mène et qu'il n'est pas fini, qu'il n'y a aucune raison que ça se termine. Le problème, c'est que nos politiques ne voient pas 1400 ans. Eux, ce qu'ils voient au maximum, c'est 5 ans. C'est le temps de leur mandat, le temps de leur réélection. Ce qui se passera au bout de 5 ans, après moi, le déluge. Exactement. Ce qu'il y a, c'est que quand on Il voit... repasse la patate chaude à l'autre, au suivant, il dit passe à ton voisin, débrouille-toi avec le problème. Absolument. Tu le régleras peut-être, mais en tout cas, ce ne sera plus mon affaire. Ce que vous êtes en train de dire, c'est quelque chose qui avait été écrit dans un bouquin assez célèbre qui s'appelait La guerre des civilisations de Huntington, qui était un remarquable livre. D'ailleurs, tout ce qu'il avait écrit, il disait, dans le fond, les frontières de l'islam sont sanglantes partout. Quelle que soit la civilisation auquel se confronte l'islam, en Inde, partout, c'est toujours sanglant. Donc, ce que vous êtes en train de dire, mais je crois qu'on va pas lancer le sujet, mais je crois qu'il faudra bien qu'un jour quelqu'un le traite à fond, c'est Jacques Ellul, qui était un homme que j'admirais profondément, qui était un professeur de droit à Bordeaux, théologien, sociologue, qui a écrit des livres admirables, qui sont traduits dans toutes les langues. Bon, il est mort il y a une vingtaine d'années. Il avait convoqué à Bordeaux, il avait demandé au recteur de la grande mosquée Al-Aqsa au Caire de venir discuter avec lui, devant des tas de gens, sur le sujet « L'islam est-il compatible avec la démocratie ?» Mais vous savez que moi j'ai demandé au recteur Dalil Boubaker de le rencontrer. Je n'ai pas eu de réponse. Oui, le recteur donc est venu voir Jacques Ellul. Ils ont fait 3 jours de discussion à Bordeaux. Et tous les deux sont arrivés à la conclusion que l'islam n'était pas compatible avec la démocratie. Donc, tous les deux, y compris le gars d'Al-Aqsa. Donc, ce que j'essaye de dire, si vous voulez, c'est que les gens qui nous dirigent, pour 5 ans, pour 20 ans, pour un siècle, je ne sais pas, devraient à un moment se poser la question, est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie? Parce que s'il ne l'est pas, ça nous pose un problème structurel. Mais non, oui, bien sûr. Et donc, il y a un moment, il y a des intellectuels qui doivent se mettre à réfléchir sur ce sujet. L'islam est-il compatible avec la démocratie? Oui. Mais non, mais c'est pas possible, parce que l'islam, c'est le pouvoir de Dieu, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est ce que je disais à Alexandre. C'est le peuple ou c'est Dieu? Alors, quand on est musulman... c'est la démocratie ou c'est la démocratie? Oui, c'est le pouvoir de Dieu uniquement. Oui. Quand on parle de démocratie, c'est théoriquement le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Bon, on en est loin, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, en tout cas, oui. Mais c'est pas non plus le pouvoir de Dieu, donc c'est pas compatible. En tout cas... Vous voyez, votre drame personnel amène à se poser des questions philosophiques sur exactement la religion. On doit tous être tolérants vis-à-vis des religions, mais il y avait un homme qui s'appelait Burke, qui était un philosophe anglais du XVIIIe, que j'aimais beaucoup, qui d'ailleurs, dans l'Institut de Liberté, il y a une photo de lui, et qui disait, à partir d'un certain moment, la tolérance devient de la lâcheté. Et je crois que c'est une phrase... À partir de quel moment, nous, Français, allons passer, ou notre gouvernement, à la réalisation que être tolérant, c'est être lâche, à un certain moment? Là, actuellement, on n'est pas tolérant, là, actuellement. On est soumis. C'est bien pire que ça. C'est exactement, ça devient de la lâcheté, c'est-à-dire que ou vous êtes tolérant, ou vous êtes soumis. Mais je crois qu'on est en train de passer doucement de l'un à l'autre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre livre, Monsieur Jardin, c'est, je ne sais pas où c'est parce que je l'ai dévoré en 2 jours. À un moment donné, vous dites que vous n'êtes pas l'anti-Antoine Léris, je n'aurai pas votre haine. C'est-à-dire que quand vous parlez de tolérance et de lâcheté, moi j'ai plutôt tendance à penser que la tolérance et la lâcheté, c'est de dire, écoute, tu es ma femme, tu es mon enfant, vous n'aurez pas ma haine. Pour moi, c'est ça, la tolérance qui pousse jusqu'à la lâcheté. Alors, où est la limite? Moi, j'ai envie de vous poser la question, où est-ce que vous en êtes? Antoine Léris, il pense pas comme moi. Non. Mais il a le droit de penser différemment. Et vous avez parfaitement raison. Et moi, j'ai le droit de penser ce que je pense. Mais lui, passe à la télé, pas vous. Ah oui, mais ça, je le savais, et ça c'est parce que malheureusement en France nous ne sommes plus en démocratie. C'est pour ça que je trouve ça scandaleux que je sois pas invité ni sur les plateaux de TF1, ni sur ceux de France 2, ni ailleurs. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça maintenant.
J'y peux rien, c'est pas de ma faute, c'est pas moi qui me suis fait mettre sur la touche, on m'a mis sur la touche. Je vais même vous dire, ce bouquin, on peut pas le trouver à la FNAC. Donc j'ai un ami qui est allé à la FNAC avec un huissier, et on lui a dit que l'auteur et l'éditeur sont censurés à la FNAC. Voilà. Donc je vais faire une action judiciaire parce que j'estime inadmissible qu'on puisse répondre ça à un client. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Il y a un type que j'exècre qui s'appelle Georges Saline, qui a été le président de l'association du 13 novembre 2015, à laquelle au départ j'ai adhéré parce que je pensais qu'il allait défendre nos intérêts. Que nenni, il n'a jamais rien défendu pour les victimes. Je l'ai rencontré parce que moi j'avais l'intention aussi de monter une association, mais quand j'ai vu qu'il l'avait fait, il m'a devancé, c'est pas la peine d'en multiplier. Donc je l'ai rencontré, au bout d'une demi-heure je me suis levé, je dis monsieur, je m'en vais parce qu'on n'a rien à se dire. J'ai dit le seul point qu'on ait en commun, c'est qu'on a perdu chacun notre fille. Ce monsieur m'a fait pendant une demi-heure l'apologie de la maman de Mohamed Merah. Bon. Il a commis un bouquin avec le papa de l'assassin de sa fille, Sami Animour, qui est décédé au Bataclan. Bon, je ne peux pas comprendre comment un papa peut faire un bouquin avec le papa de l'assassin de sa fille. Moi, je ne connaissais pas sa fille, mais je connais la mienne. Si j'avais fait ça, qu'elle me voit là-haut, mais elle se retourne dans sa tombe, la gamine. Bien, on a touché à des problèmes très délicats, très profonds, et je crois que on va s'arrêter là, parce que ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. Le temps passe vite. Le temps passe vite, mais je suis content d'avoir eu ça, parce qu'on a posé quand même quelques problèmes très importants, si vous voulez, celui de la compatibilité de l'islam, celui de la responsabilité des corps politiques vis-à-vis du respect de l'ordre, etc. Le problème de la police à qui on ne donne pas les moyens nécessaires pour qu'elle puisse vraiment maintenir l'ordre et tout. Donc il y a quand même toute une série de choses que votre drame personnel met en lumière, quoi, cette espèce d'extraordinaire, appelons-le par ce mot, de lâcheté, quoi. C'est bien beau la tolérance, mais il y a des moments où, je vais reprendre une formule de Bernanos, que j'aime beaucoup, vous savez, il disait la tolérance, il y a des maisons pour ça. Et je trouve que j'ai vraiment, en ancien joueur de rugby, quand je vous entends parler, j'ai vraiment envie d'ouvrir, vous savez, ce qu'on appelle la boîte à claques en rugby. C'est-à-dire que quand il y a un type qui vraiment vous casse trop les pieds sur le terrain, de temps en temps, vous faites l'arbitre est là, mais vous faites la justice vous-même. Et c'est ça le danger. Moi, j'ai eu un excellent entraîneur qui était très connu, qui était M. Arribas, qui était l'ancien entraîneur de Nantes, et puis après, il a été entraîneur à Lille. Et il me disait toujours, Patrick, quand tu rentres sur le terrain, c'est la guerre. Donc, tu te laisses jamais faire, mais tu réponds jamais directement. Tu prends un coup, tu dis rien. Le gars repasse, tu te fais respecter, tu rends. Et il dit, quand tu sors du terrain, tu dois sortir la tête haute en ayant tout donné. Et ça a toujours guidé ma vie. Et voilà. C'est comme ça. Bon, alors... Il y a une seule truc dont on a honte, dans le fond, ce n'est pas d'être vaincu qui est dangereux, qui est grave, c'est de ne pas s'être battu. Voilà, exactement. Alors, quelquefois, on me dit que j'ai la haine. Oui, j'ai la haine, mais est-ce que... Pour moi, je sais plus, j'ai pas la même culture philosophique que vous, mais je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a dit que la haine et l'amour poussaient sur le même arbre. Ouais. Et certes, j'ai la haine des gens qui ont tué ma fille, et c'est, à mon avis, légitime, mais j'ai également la haine de tous les politiques qui, depuis le traité de Lisbonne, c'est-à-dire 1973, ont permis que tout ça puisse arriver. Il y a de lourdes responsabilités à long terme. Il faudra peut-être qu'on fasse un jour une émission là-dessus, d'ailleurs. Mais écoutez, si je peux vous dire, les deux Patrick, je vous remercie. J'ai trouvé très instructif ce que vous avez dit sur le côté humain de la police et tout, parce qu'on n'en parle jamais. Et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut signer. Et je crois que vous, c'était bien. Ça, je pense que au niveau des victimes, on est tous unanimes sur
la qualité de ce qu'ont fait les policiers ce jour-là. Il y a pas de débat là-dessus. On est conscient. Ce sont tous eux aussi des pères de famille. Quand ils ont dû voir tout ça, ils ont dû prendre ça en pleine figure. Et c'est épouvantable. En pleine crise et tout, et vous devez prendre des décisions rationnelles dans un monde fou. C'est extraordinairement difficile comme truc. Oui, mais de rester rationnel. Mais c'est dans ça qu'ils sont entraînés. Dans ces cas-là qu'on reconnaît les vrais chefs aussi. Mais je suis d'accord avec vous. Et à ce moment-là, les gens les suivent. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Moi, je sors tout bouleversé de cette histoire.